Eh bien, bonsoir, bonjour, bonsoir, tout dépendant à quelle heure vous allez écouter ça. Je vais attendre encore un petit peu là, d'avoir au moins deux personnes là, qui me regardent. Comme je ne suis pas une vedette, je ne suis pas tellement recherché, mais on va attendre encore un petit peu. Oh, regardons ça, j'atteindrai pas le deux personnes. Là. C'est déjà rendu à 5. Colline. Bon, ben, je vais commencer. Ben bonjour. Finalement, c'était un direct pour faire une petite mise au point. Fait que bonjour mes amis, bonjour à tous ceux qui vont regarder ça un peu plus tard. Lundi dernier, pour ceux qui ont subi ça, moi et mon ami Stéphane Gay, nous débattions des BRICS. Un long débat qui ne fut pas du tout un débat. Hein. Ce fut un surplace de 3 heures. On est resté au même point pendant 3 heures. Un de mes amis, un de mes bons amis m'a dit que ce n'était pas écoutable. Et puis, je lui donne raison à 100 ce n'était pas écoutable. Un seul point a été abordé, un seul. Nous sommes restés sur le même point du début jusqu'à la fin. C'est un petit peu désolant pour ceux qui ont toffé. Je ne sais pas s'il y en a qui ont toffé 3 heures, là, mais c'est des toughs. C'est des toughs parce que ça n'avançait pas. C'était, à mon sens, là, moi, je ne le regardais pas parce qu'on était là, mais ça devait être plate à mourir. Ben, Stéphane tenait à me prouver que les BRICS travaillaient exactement pour le New World Order de Davos. Il partait de Jim O'Neill, qui, selon Stéphane, aurait créé ou inventé ou mis en place les BRICS. En fait, O'Neill a simplement été le premier à employer le terme BRICS en 2001. B-R-I-C. Jim O'Neill, est un banquier de la Goldman Sachs. Et puis, une de sa job, c'est de voir où s'en va l'économie. Puis, il voyait clairement que l'économie occidentale allait se faire damer le pion par les économies émergentes, dont la Chine, qui fabriquait pratiquement tous les produits de la planète. Depuis déjà en 2001, là, ça faisait au moins 10 ans qu'il fabriquait beaucoup de produits de la planète. Tous nos produits sont made in China. En France aussi, j'ai été pendant 9 mois, tout était made in China. Partout à travers le monde, c'est made in China. Fait qu'il constatait que la Chine, qui fabriquait tous les produits de la planète, avait une puissance économique assez considérable. Puis c'est suite aux accords de capitalisme de libre-échange, finalement, de nos gouvernements occidentaux, que la Chine a produit tous les produits de la planète pendant un bon bout de temps. Et encore aujourd'hui. Et puis, il y avait aussi la Russie. Bien, la Russie, la Chine produit tous les produits de la planète, mais la Russie est le plus grand pays du monde. Tu sais, c'est quand même pas négligeable. On ne peut pas nier ça. L'Inde qui a une des plus importantes populations de la planète. Ça aussi, ça peut être à considérer au niveau économique. Et puis, bien sûr, le Brésil, qui est la plus importante et qui était la plus importante, puis qu'il est encore, économie d'Amérique du Sud. Donc, c'est... Et puis, il voyait aussi les rapprochements qu'il y avait entre la Russie, la Chine et puis le Brésil, parce que le Brésil, qui est un ami de Chavez, voulait absolument se soustraire de l'impérialisme américain, tout comme les Morales, Morales de Bolivie, Correa d'Équateur, et ainsi de suite. Plusieurs gouvernements sud-américains cherchaient à se défaire de qu'est-ce qui était, si on peut dire, jadis l'arrière-cour des États-Unis, qui se faisait exploiter depuis des siècles. Puis O'Neill, suite à son analyse économique, a parlé des BRIC, hein? B-R-I-C, en utilisant la première lettre de chacun de ces pays, des pays importants puis des pays incontournables. C'est des pays qui pouvaient menacer l'hégémonie américaine, puis finalement le deep state occidental, même si dans ce temps-là, le deep state, c'est un terme qui était moins employé qu'aujourd'hui, là, en 2001, mais c'était évident qu'on s'en allait là-dessus. Là. Fait que O'Neill a inventé le terme BRIC, B-R-I-C, point à la ligne. Et puis, non, les BRIC n'ont pas été créés par la Goldman Sachs. Non. Tu sais, il faut des heures d'information pour comprendre les racines des BRICS. Hein? Il faut environ 2 minutes pour orienter l'inconnaissance. C'est un mot que j'invente, là.
l'inconnaissance, le manque de connaissance. L'inconnaissance. Ça prend 2 minutes pour orienter l'inconnaissance vers une théorie simpliste du genre « les BRICS sont une création de Goldman Sachs ». Puis en plus, c'est facile, ça pogne, ça. Mais on n'a pas besoin de connaissances, on a juste besoin de le dire. Ça ne prend pas de temps. Puis je n'ai pas des heures, puis vous non plus, pour étudier l'histoire et la géopolitique des 60 dernières années, parce que finalement, les BRICS prennent naissance, les racines des BRICS, ça prend naissance là-dedans. Dans 60 années, là, ça va de la guerre froide où il y avait 2 puissances à la destruction de l'Union soviétique où l'unipolarité est arrivée avec les États-Unis toutes puissantes. Et puis, finalement, pour se rendre aux BRICS. Mais il est important de comprendre vraiment d'où ça vient, les BRICS. Puis, je vous ai fait un petit collage, au lieu de passer 6 jours à expliquer la géopolitique, bien, je vous ai fait un petit montage de 4 minutes et demie. 4 minutes et demie avec des choses qui existent. Ce n'est pas moi qui les ai inventées, c'est un paquet de montages qui existe déjà pour expliquer les BRICS. Donc, on va écouter ça. Puis je pense que ça va vous donner une bonne petite idée de l'histoire des BRICS, de la naissance des BRICS. Donc, à tantôt, on part ça. Bonjour et bienvenue dans Géopolitis qui se penche sur le changement de modèle géopolitique. Les pays du Sud global, comme on les appelle, entendent s'émanciper complètement des anciens colonisateurs, comme le réclamait déjà le président algérien Boumedienne. La décolonisation et l'émergence des pays du Sud global, et notamment africains, ont remodelé l'espace mondial, tout comme la mondialisation a entrelacé les économies les unes aux autres. C'est sur sol chinois que l'Arabie saoudite a scellé la reprise de ses relations diplomatiques avec son grand rival iranien. Avec cet accord, le royaume confirme un peu plus sa volonté d'apaiser les confrontations régionales, tout en diversifiant ses partenaires au-delà du giron américain. Mohammed Ben Salman s'est rapproché de la Chine, qui a facilité le dialogue avec l'Iran. Entre Pékin et Riyad, les échanges commerciaux ont explosé en 20 ans. La Chine est devenue son premier partenaire. Le prince héritier ne cache pas non plus son entente avec Vladimir Poutine, qui a débouché sur plusieurs accords pétroliers. Si les États-Unis restent le partenaire privilégié de l'Arabie saoudite en matière de sécurité et d'armement, les relations sont de plus en plus glaciales. Nous allons étudier une nouvelle leçon qui a pour titre « De la fin de la guerre froide vers un monde multipolaire ». Voyons en petit 1 le contexte historique. Après la Deuxième Guerre mondiale, le monde se divise en 2 zones d'influence géopolitique dominées par les États-Unis pour le bloc de l'Ouest et l'URSS pour le bloc de l'Est. Cette bipolarisation du monde qui va s'étendre de 1947 à 1991 sera marquée par des faits historiques majeurs. Et enfin, la chute de l'Union soviétique et la dislocation du bloc de l'Est qui mettront fin à la bipolarisation du monde. La disparition de l'URSS en tant que modèle idéologique conquérant consacre désormais les États-Unis comme seule superpuissance sur la scène internationale. Désormais, seule puissance dominante après la disparition de l'URSS, les États-Unis renforcent leur statut de superpuissance dans tous les domaines à l'échelle planétaire. L'avènement d'un monde multipolaire, l'affaiblissement du leadership américain après le 11 septembre 2001. À partir de 2001, plusieurs événements précipitent le déclin de la suprématie géopolitique américaine. Petit 2, les nouveaux pôles d'influence. L'affaiblissement du leadership des États-Unis entraîne une recomposition géopolitique du monde avec l'émergence de nouveaux acteurs sur la scène internationale, favorisant l'avènement d'un monde multipolaire, les BRICS. C'est un acronyme qui désigne les nouveaux pays émergents, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, plus l'Afrique du Sud. Les BRICS bousculent de nos jours l'ordre géopolitique international de par leur dynamisme politique et économique, mais aussi par leurs prétentions militaires de plus en plus croissantes. Nous avons aussi
les puissances émergentes du Proche et Moyen-Orient, Israël, l'Iran, la Turquie, l'Arabie saoudite, sont les principales forces émergentes au Proche et Moyen-Orient qui aspirent à un leadership régional. And here's what some call the alternative from the developing world, the BRICS, formed by Brazil, Russia, India, China, and South Africa. The BRICS is trying to position itself as the voice for emerging economies and challenge Western dominance of global affairs. More than 40 countries, including Saudi Arabia and Iran, want to join. The leaders of Brazil, Russia, India, and China formalized their relationship in 2009 and invited South Africa to join the alliance a year later. They decided to take that idea in an effort to create a bit of a political and economic counterpoint to what's perceived as the Western hegemony of the global political and economic spheres. Bien, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ça passe un peu vite. C'est assez résumé. On voit une dame là, qui serre la main dans le groupe des BRICS à la fin. C'est Dilma Rousseff, qui a été présidente du Brésil, qui a été à la suite de Lula. Et puis, elle est présentement, si je ne me trompe pas, elle est la présidente de la banque que les BRICS veulent mettre en place. Et puis, Dilma Rousseff, si on pense qu'elle est de l'association des Rothschild, ainsi de suite, ben elle a été une fille qui s'est faite torturer dans les prisons des dictatures d'Amérique latine. Et puis, c'est une personne qui n'a aucun lien avec les Rothschild ou les Davos ou tous ces gens-là. C'est une personne qui a subi vraiment la torture et puis qui s'en est sortie et qui a voulu se hisser son pays hors des dictatures. Bon, ça, c'était ça pour... puis là, bon, on dit tout le temps, ah, ben oui, mais les BRICS, finalement, ils jouent le jeu de Davos avec, on va dire, l'agenda 2030 et puis l'idée de tout le green business, on peut dire, et puis les autobus électriques, ainsi de suite. Là. On va écouter un discours de Lula qui a eu, attends un petit peu, où c'est qui son discours, il est ici, qui a fait ça l'été passé à la rencontre des BRICS. C'est intéressant à écouter. On va écouter le président du Brésil, Lula. Le Brésil est de retour en Afrique. Déclaration de Lula da Silva qui participe en Afrique du Sud au 15e sommet des BRICS. Mardi à Johannesburg, le président brésilien a reconnu les opportunités qu'offre le continent ainsi que son potentiel de croissance. Les BRICS se sont fait un nom en tant que force œuvrant pour un commerce mondial plus juste, plus prévisible et plus équitable. Nous ne pouvons pas accepter un néocolonialisme vert qui impose des barrières commerciales et des mesures discriminatoires sous prétexte de protéger l'environnement. Les BRICS, composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, représentent 40% de la population mondiale. Le bloc est responsable de plus de 30% de la production économique mondiale. Les BRICS ont une chance unique de façonner la trajectoire du développement mondial. Vous, entrepreneurs, faites partie de cet effort. Ensemble, nos pays représentent un tiers de l'économie mondiale. Signe de la vitalité des BRICS, les demandes d'adhésion formulées par plus de 20 pays, dont l'Arabie saoudite, l'Iran et les Émirats arabes unis. Bien, il y a beaucoup d'autres points importants à étudier pour comprendre les BRICS. Et puis, le contrôle du Deep State occidental, qui est en opposition aux BRICS. Ben, c'est-à-dire que les BRICS s'opposent vraiment à ce contrôle du Deep State occidental. D'ailleurs, c'est une de leurs raisons pourquoi ils sont nés. Il y a beaucoup à étudier, puis bon, il faudrait étudier aussi toute l'Égypte. Il faut étudier l'histoire de l'Égypte de Nasser jusqu'à Sisi, en passant par Morsi. Morsi, qui était l'islamiste que le Deep State ont voulu mettre au pouvoir en Égypte, et puis qui a été renversé par le peuple.
C'est là que Sisi est arrivé au pouvoir. Et puis, pour ceux que cela intéresse, je vous invite à lire quelques articles, des importants articles. Attendez que je retrouve un peu mes arrière-plans. Je vais mettre ça de même. Un petit peu. Bon, OK. Un des premiers articles, c'est la chute du pion Morsi. Bon, en tout cas, là je vous fais perdre votre temps, puis je perds le mien. Ben, c'est ça ici, la chute du pion Morsi, excepté que je n'ai pas l'adresse et puis mon image est trop grande, on ne voit pas comme il faut. Et puis ensuite, du chute du pion Morsi, ben, il y a à la recherche de Nasser, d'un Nasser, pas de Nasser, mais d'un Nasser. Ça aussi, mon image est trop grande, mais c'est un autre article à lire sur Agoravox à la recherche d'un Nasser. Et ensuite de ça, il y a l'Égypte unie. C'est les Égyptiens qui manifestaient ensemble. Voyez-vous, un brandit le crucifix, l'autre le petit. En tout cas, c'est islamique et chrétien, et puis toutes les religions s'unissaient en Égypte pour manifester, pour dire aux gens qui n'étaient pas désunis, parce que le jeu du Deep State, puis le jeu de nos médias, si vous vous en souvenez, hein, c'est la séparation, c'est la division, c'est de prôner la division. Hein, les chiites, les sunnites, les chiites iraniens contre les sunnites de l'Arabie saoudite. Ça, c'est la grande guerre, supposément, mais là, ils sont unis dans le BRICS. Et puis, tous les médias ont joué la désunion. La même chose en Syrie, hein, avec les Wahhabites, et puis, ben, pas les Wahhabites, mais finalement, la religion de Bachar el-Assad. Et puis, j'ai d'ailleurs un vidéo qui peut vous montrer le grand mufti de Damas qui dénonce ça, les divisions, et puis qui dit que la Syrie est unie. Puis d'ailleurs, la Syrie s'en est sortie en bonne partie parce que le peuple est uni. Il n'y a pas de guerre religieuse, là. Et puis, j'ai aussi parlé de la chute des dominos, la crainte des dominos. Parce que le Deep State craignait beaucoup, voyez-vous, que dans l'image que j'ai bâtie là, ben, il y a l'Égypte en premier, ensuite de ça, la Turquie, la Tunisie, eux autres ne sont pas passés encore dans les BRICS, mais l'Algérie a fait sa demande pour les BRICS, ainsi de suite. Et puis là, bon, ça, j'ai écrit ça en 2010 ou quelque chose comme ça, 2013. Fait que ça a évolué depuis ce temps-là, mais ils craignent toujours que ça fasse boule de neige, puis c'est en train de faire boule de neige. Les dominos sont en train de tomber. Ils ne sont plus sous l'influence du Deep State, puis ils ne sont plus sous l'influence de l'hégémonie américaine. Fait que l'Égypte qui s'unit à la Russie, à la Chine, l'Égypte est entrée là, dans le BRICS. Donc ça, c'est des choses qu'ils craignaient déjà en 2013-2010, là, et puis ça s'est fait, là. Non, c'est en 2013 que j'ai publié ça. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres informations étudiées concernant, on va remettre ça de même, concernant l'ascension de Sisi à travers nos grands médias et manipulateurs d'opinion. Et il faut étudier la stabilisation de Sisi puis l'affirmation de la souveraineté égyptienne. Sisi a vraiment mis la souveraineté de l'Égypte sécuritaire, si on peut dire. Et puis, c'est l'un des plus importants pays de la région, l'Égypte. Il faut tenir compte de ça. Puis là, ils sont vraiment associés dans le BRICS. Il faut étudier le rapprochement aussi qu'il y a eu. Comment ça s'est fait, le rapprochement entre Sisi et Poutine? Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts du jour au lendemain, mais pendant la guerre, la tentative de destruction de la Syrie avec toutes sortes de moyens odieux, ben là, Sisi craignait aussi de subir le sort de la Syrie. Et puis, il s'est associé avec Poutine. Puis Poutine, lui, défendait la Syrie. C'est Poutine qui
en gros, a pas mal sauvé la Syrie. Fait que le rapprochement a été graduel, puis ça a créé une alliance vraiment solide. C'est vraiment intéressant à étudier. Et puis, il faut étudier aussi les dictatures d'Amérique latine. Hein? C'était l'arrière-cour des exploiteurs américains. Et ça, il faut voir le film. Attendez un petit peu, là, je l'ai ici, la fiche du film. La fiche du film. Oups, c'est. Missing. C'est le film de Costa Gavras, Missing, ou en français, ça s'appelle Portée disparue. C'est une histoire vécue, et puis ça s'est passé au Chili, c'est le 11 septembre 1973, ou quelques jours, le lendemain, peut-être le 12 septembre. Mais c'est ça, c'est un père qui cherche son fils qui a disparu pendant le coup d'État organisé par la CIA au Chili. Et puis, il faut étudier toutes les dictatures, hein, puis il faut étudier les assassinats qu'ils ont eu à travers l'opération Condor, qui tuait tous les dirigeants qui prenaient défense de leur population. Un petit peu, j'ai quelque chose ici. Il faut étudier, là ici, en bas, ça défile, c'est la liste des dictatures qu'il y a eu en Amérique latine. Il y a Vincent, il y a Juan Gomez, qui était dit le barbare, qui a fait une dictature au Venezuela de 1908 à 1935. Trujillo, une dictature République dominicaine. Hernandez Martinez, une dictature au Salvador. La famille Somoza, tout le monde connaît la famille Somoza, je pense. Hein? C'est ça c'est contre eux autres que les Ortega se sont battus et puis qu'il y a eu les Contras au Nicaragua. Puis il y a eu le Iron Gate que Bush a vendu des armes à l'Iran ou que c'était supposément interdit. Et puis qui a financé finalement les Contras pour renverser Somoza, pas pour renverser Somoza, mais qui a financé par les Contras qui étaient en lutte contre les Ortega, qui voulaient sortir leur pays de la dictature. Ben, il y a eu Batista à Cuba, hein, que tout le monde se souvient. Il y a eu Pérez Jiménez, ça c'était un dictateur sanguinaire assez au Venezuela. Il y a eu Alfredo Stroessner, une dictature au Paraguay. Il y a eu la famille Duvalier en Haïti, hein, François puis Jean-Claude, jusqu'en 1985. Il y a eu López Arellano, hein, dictature au Honduras, qu'aujourd'hui, le Honduras est encore sous la domination américaine. Il y a eu Valesco Ibarra, une dictature militaire en Équateur. Il y a Castelo Branco, puis Emilio Médici, qui a une dictature au Brésil. Une autre dictature au Brésil qui a suivi, c'est Ernesto Geisel. Et puis un autre, Hugo Benzer. Ça, c'est une dictature en Bolivie. Il y a eu Guillermo Rodríguez Lara, une dictature en Équateur. Augusto Pinochet, qui a été mis en place par la CIA en 1973 au Chili. Hein. Il y a eu Morales Bermúdez, une dictature au Pérou. Il y a Batista Figueiredo, dictature en 1979 jusqu'à 1985 au Brésil. Il y a Borda Berry, Lisa Alvarez et puis Almerino, une dictature militaire qui est en Uruguay. Et puis, c'est pas tout. Et puis, il y a Jorge Videla, une dictature en Argentine. Cette dictature en Argentine il faut lire absolument, je vais vous montrer une chose à lire absolument intéressante. Où c'est que c'est? Un petit instant. C'est Madame, c'est ici. C'est Madame Yvonne Pierron, OK, qui était une missionnaire, une sœur catholique, qui œuvrait en Argentine et puis qui a été prise dans la dictature et puis elle a été assassinée avec 2 de ses compagnes. En tout cas, je ne sais pas. Non, elle n'a pas été assassinée, non. Mais ses compagnes ont été assassinées, eux autres. Fait qu'elle raconte l'histoire de l'assassinat de ses compagnes et puis sa fuite vers je ne me souviens plus où exactement. Elle a fui dans un autre pays. Mais lire ça, ça nous renseigne énormément sur l'histoire de l'Amérique latine, sur qu'est-ce qui se vivait là. Et puis, c'est des dictatures qui étaient poussées par la CIA. Et puis, ça a été assez terrible. Il y a au Guatemala aussi, je m'en vais là, dans 2 jours. Il y avait Rios Montt, qui était un dictateur sanglant.
de 1982 à 1983, ça, il y a des expositions de photos d'étudiants qui ont été tués sous sa dictature. C'est épouvantable. Il y a Duarte puis Aubusson, Napoléon Duarte au Salvador, et puis qui était avec Roberto d'Aubusson, qui travaillaient ensemble avec des escadrons de la mort. C'est eux autres qui ont assassiné Monseigneur Oscar Romero, qui était un évêque de libération, en tout cas qui prônait la libération. Il y a Roberto Micheletti, une dictature démocratique en 2009, le coup d'État en 2009 que Obama a poussé. Hein? C'est le chien sale, en tout cas. En tout cas, c'est ça. Il y a, les dictatures, il faut les étudier parce qu'on comprend mieux pourquoi le BRICS existe. Puis, parce qu'il y avait il y avait vraiment un impérialisme américain puis qui contrôlait la plupart des pays un peu plus faibles. Et puis en Argentine, il faut vraiment étudier, il faut lire un article aussi que j'ai écrit qui s'appelle un événement majeur pour l'Amérique latine. C'est sur le Grand Soir. J'ai écrit ça en 2010, le 1er novembre 2010. C'était le décès de Nestor Kirchner. Et puis, je fais un survol finalement de qu'est-ce qui se passait en Argentine au niveau économique. Et puis, que Kirchner, comment est-ce qu'il a fait pour sortir l'Argentine de la merde dans laquelle le FMI puis la Banque mondiale plongeaient le pays. C'était absolument épouvantable. Et voyez-vous, c'est encore une autre des raisons pourquoi le BRICS existe. Fait que il faut étudier la mise en place aussi du débile en Argentine. Là. Ils viennent de mettre en place un débile. Et puis la stratégie, c'est de le présenter comme si c'était un Trump, mais c'est un débile, un vrai débile. Je vais vous montrer une petite vidéo de lui, là, qui vaut la peine d'être vue. Regardez ça éveille un peu. De Ucrania, el señor presidente Volodymyr Zelensky. Bon, mais ça vous donne une petite idée de qui est Milei. Hein? C'est un grand ami de Zelensky. Hein? Zelensky que vous aimez tous. Hein? C'est son grand ami. Il l'appuie à 100%. Et puis, il remet un chandelier juif. Hein? Ça fait que c'est un pro-Israël total, là, qui est comme Zelensky dit être aussi. Et puis, en tout cas, ça donne une petite idée de comment ce gars-là est. Puis Milei, bon, il a refusé. L'Argentine était supposée entrer dans les BRICS le 1er janvier. Mais Milei est arrivé et il a dit non, on n'entre pas dans les BRICS. Fait qu'il a empêché son pays d'accéder aux BRICS. Et puis, en plus, qu'est-ce qu'a déclaré Milei? C'est qu'il veut que la monnaie nationale disparaisse et puis il veut vivre avec le dollar américain. Fait que on sait tous que quelqu'un un pays qui ne maîtrise pas sa monnaie est assujetti aux superpuissances. Fait que Milei donne l'Argentine au Deep State. Milei est là pour donner l'Argentine au Deep State. C'est pas tout à fait un Trump. Il est présenté comme Trump, mais c'est pas un Trump. C'est la même chose que Bolsonaro, hein, qui n'était pas un Trump non plus, mais il était présenté comme étant un défenseur du style Trump. Mais voyez-vous, Trump ne donne pas les États-Unis au Deep State. Hein?
les globalistes, Trump, il en fait ses affaires, et puis il sait qu'il fait partie du swamp, là, puis il veut cleaner le swamp, et il veut cleaner les mondialistes, les globalistes qu'il appelle. Trump les appelle les globalistes. Et puis, bon, évidemment, nos médias nous présentent Milei comme étant le Trump de l'Argentine. Puis, Trump joue le jeu aussi de ça aussi. Il ne faut pas contredire les choses pour mêler tout le monde, là. Mais voyez-vous comment, je vais vous présenter comment Trump a reçu Milei il y a quelques semaines, lorsque Milei est allé au CPAC, là, le Rassemblement des conservateurs américains. Comment est-ce qu'il était fier. Regardez beaucoup le comportement, la gestuelle, on va dire, de Milei et puis de Trump. President! Nice to meet you. It's a very big pleasure to know you, President. It's an honor for me. It's you. Thank you for the work for me. Oh, no, I'm very happy. You are very generous with me. Thank you very much. It's a very big pleasure. You are doing a great job. Thank you, President. MAGA, make Argentina great again. Come on, let's have some pictures. Come on. Yeah, you look fantastic. Come. Make Argentina. Thank you very much. You are very serious. Very great. You were a very great president. And I won't forget you. I promise that. Thank you very much. You know, the election is going good. And I'm a big and I hope to see you again. We'll see you in the next time. I hope that you will be president. I hope so too. Thank you. One more. Donc, vous voyez, on ne contredit pas un fou, hein? Et puis, on voit Trump qui accueille ce fou et puis qui est en admiration avec lui. Et puis, il donne des petites tapes sur l'épaule, là, puis les deux mains sur son épaule. Puis ça rappelle beaucoup quand Trump a reçu Macron, que finalement, c'était un autre cave, même que Trump a parlé contre Macron là, carrément récemment. Hein? Puis, il a toujours il a toujours considéré Macron comme un débile. Et puis, on va regarder We do have a very special relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff off. That little piece. We have to make him perfect. He is perfect. An excellent personal relationship, so I want to thank you for that. Thank you. Thank you. What would you like to say about Iran? You did a good job. You did a great job. Important pour notre peuple. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. I like him a lot. Ouais. Avez-vous vu, il donne même un petit bec, ça ajoute, tu sais, hein? Puis il le pogne par la main, puis viens-t'en, mon Macron, puis il enlève ses petites pellicules sur son collet, là, tu sais. Et puis, il dit « make a great job », là, puis wow, tu sais, il est fin, puis il est beau, là, tu sais. Mais il rit de lui, là, tu sais, il rit de lui, tu sais. Puis il traîne comme il veut, là, tu sais. C'est comme un petit enfant, viens-t'en, mon Macron, par la main, viens-t'en, on va rentrer en dedans, là. Et puis, tu sais, c'est ça. Macron puis Milei, c'est deux types à peu près semblables. Et puis, qui font semblant d'être autre chose que qu'est-ce qu'ils sont, là, deux crétins. Fait que ça, c'était intéressant de voir ça. Et puis, c'est ça, le Milei a dit non au Deep State, pas au Deep State, mais au BRICS. Fait que j'espère que ces informations-là peuvent vous faire vous donner de la matière à réflexion, puis vous donner l'envie d'aller creuser un peu plus loin. Et ça va être profitable pour compenser notre ridicule, mais vraiment ridicule supposé débat qu'on a eu, moi puis Stéphane, qui était finalement du surplace. Nous sommes restés sur exactement le même point, du début jusqu'à la fin, pendant 3 heures de temps. C'était pas écoutable, mais ça a été fait. Mais je tente de reprendre le temps perdu. De temps en temps, je tente
Je tente à temps perdu de réécrire mon livre de 650 pages et puis ayant 1500 liens pour démontrer sur quoi reposent mes mots. Hein. Je suis en train de refaire ça. Tu sais. Mais à l'endroit de mon livre, qui a été refusé par tous les éditeurs à qui je l'ai présenté en 2018, j'avais écrit sur la 4e de couverture, j'avais écrit « Ce livre n'est pas pour les paresseux. Hein. » Et puis là, j'ai envie de vous dire que ce direct, qui est court, là, qui essaye d'être court, ben, ce n'est pas pour les paresseux non plus. Je pense qu'il ne faut pas s'embarquer dans des émotions puis croire n'importe quoi sans connaître à fond l'histoire, les événements et puis l'origine des choses. Parce que sans ça, on se fait embarquer facilement, n'importe comment. Parce que qu'est-ce qui nous manipule? C'est notre émotion. Et puis, évidemment, de l'émotion de haïr Poutine ou de dire que Poutine est un méchant. C'est la même chose que c'est toutes les syndromes derangement, comme le Trump derangement syndrome, ça existe vraiment. Hein, le monde, quand on pense que pendant 5 ans au moins, à chaque jour, dans tous les médias, à chaque heure, à chaque minute, dans toutes les catégories culturelles, information, sport, on dénigrait Trump tout le temps. Ça a fait des ravages dans le cerveau des gens et puis ça a causé une maladie réelle qui s'appelle le dérangement, le syndrome dérangement de Trump. T'sais. Et puis ça a été la même chose depuis notre naissance, hein, qu'on a fait un syndrome dérangement de Poutine, syndrome dérangement de la Russie, syndrome dérangement de Cuba, de Castro. Hein. Haïr les gens, c'est facile, puis c'est facile de cultiver ça. La propagande est bien, bien facile dans ce sens-là. Si on ne comprend pas les choses, mais on les haït. On les haït, les tabarnaks. Hein? Bon. Mais pour terminer, j'aimerais faire une petite montée de lait. Ouais, dans ma conférence, là, que je ne sais pas si vous l'avez vue, mais je vous conseille d'aller la voir, ça existe encore. Ça ici, là, tu sais, dans la conférence maison du 20 janvier 2024, c'est disponible sur Rumble. Bon, sur Rumble, c'est surtout là. Ben, je dénonce, dans la première partie de ma conférence, pendant une vingtaine de minutes, où je dénonce le fait que le titre et la notoriété sont plus importantes que les propos tenus. Puis aujourd'hui, ben, je constate que des gens avec qui je pensais collaborer ne considèrent que la notoriété, le vedettariat, le titre, plutôt que la pertinence et la qualité de l'information livrée. Hein? Ces gens-là, ils jouent le jeu de l'étiquetage. Puis ils craignent toujours d'être considérés complotistes. Hein? Toujours à craindre d'être considérés non sérieux. Hein? Fait qu'il faut qu'ils présentent toujours des gens qui sont étiquetés sérieux, hein? Qui ont un titre. Hein? Fait que le propos qui est tenu par monsieur ou madame tout le monde qui serait rencontré sur la rue ne sont jamais considérés. Hein? Et puis, ces gens se cloîtrent dans leur supposée qualité universitaire, puis ils se coupent de la population. C'est malheureux de voir que l'information véritable, puis la volonté de faire réfléchir le plus grand nombre, ne semble pas les intéresser. Parce que le but, c'est vraiment de faire réfléchir les gens, parce que la TV, la TVA, les grands réseaux tuent la réflexion. Hein? Ils empêchent les gens de réfléchir, puis ils leur disent, c'est ça, mais les grands universitaires... eux autres décident qu'ils possèdent la vérité, si on peut dire, et puis que c'est eux qui vont en livrer la vérité aux gens. Hein? C'est pas n'importe qui, là, c'est eux. T'sais. Puis ils sont uniquement intéressés à se faire considérer comme des cerveaux supérieurs qui enseignent la vérité aux gens. C'est ça le problème. T'sais. Fait qu'ils se tiennent entre eux autres avec leurs titres. Ces gens-là qui voient que les titres et les notoriétés et qui demandent le CV des gens avant de leur adresser la parole, ils devraient commencer par lire des textes qui sont écrits pour activer la pensée. Moi, depuis plus de 20 ans, 25 ans, c'est ça que je fais. J'écris des textes pour activer la pensée. Je n'ai jamais travaillé à me faire une réputation. Hein? Ils devraient cesser de se regarder le nombril puis de se croire les gardiens du savoir. Hein? Ces gens-là, ils refusent de me lire parce que je n'ai pas le titre. Hein? Et parce que je ne suis pas une vedette, puis je ne brandis pas un titre pompeux de grand journaliste. Hein? Puis je n'ai jamais eu l'intention de brandir ça, ce titre-là. Hein? J'ai toujours revendiqué le titre de TQ. Et je suis fier d'un titre de TQ.
Puis lorsque j'œuvrais en journalisme électronique professionnel pour Radio-Canada, j'ai toujours mis de l'avant mon produit, bien plus que mon nom. T'sais. Moi, quand je passais au générique, j'essayais d'être effacé. Hein? Puis j'ai jamais j'ai jamais été devant la caméra parce que j'ai toujours voulu laisser la place aux gens. T'sais. Et puis, si vous voulez connaître un peu plus mes performances au niveau de reportage télé, ben, je vous invite à voir mon reportage vénézuélien qui s'appelle El Pueblo Habla. Attendez, j'ai une petite... la fiche site, là. Okay. El Pueblo Habla, cette valeur-là, j'ai manqué les titres en haut, mais c'est sur YouTube, en tout cas, si vous cherchez le référendum révocatoire du 15 août 2004 au Venezuela, avec mon nom, ben, vous devriez trouver ça sur YouTube. Et puis, c'est un reportage d'une 20aine de minutes qui est exactement en fonction de qu'est-ce que je veux, que j'aime livrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de journalisme, c'est les gens qui parlent. Il y a ma blonde qui fait des entrevues à la sortie d'un centre d'achat parce qu'un Vox Pop, ça prend quand même quelqu'un qui pose des questions. Mais il n'y a pas de végétariat là-dedans, puis c'est vraiment les gens du Venezuela qui s'expriment. Bon, ben c'est ça, ça clôture ma petite montée de lait. Et puis en terminant, ben, je vous recommande de lire un autre écrit qui a été considéré par mon groupe auquel j'aurais aimé m'associer. Ça a été considéré comme assez ridicule parce que ma page était... Attendez un peu. Où c'est qu'elle est? Ah, ici. Oui, ma page... il trouvait ma page un peu trop caricaturale. Puis bon, là, on ne voit pas au complet, mais j'ai notre docteur Marquis qui vole au vent à travers un lampadaire. Là. Et puis, ça n'a pas été aimé. Fait qu'ils ont considéré que le texte était de la merde parce que ça, c'était pas dans leur calibre. Hein? Fait qu'ils ont refusé de lire ça aussi. Ça me fait chier un peu parce que ce texte-là, ben, je pense qu'il y a du matériel pour réflexion là-dedans. Et puis, c'est de la réflexion qui est bonne autant pour eux autres que pour toute la population. Fait que c'est ça. Fait que je vous remercie d'avoir été attentif. Je vous remercie de vous informer. Puis surtout, je vous dis merci d'être conscient des émotions qui nous sont inculquées. Parce que c'est avec ça qu'on nous manipule, les émotions. Hein? Fait que il faut cesser de regarder les émotions. Et puis, pour terminer, ben, je vous invite à écouter, j'ai une bonne petite toune de fin qui a été entendue la première fois juste après la conférence de Robert Kennedy Jr. à Berlin le 29 août 2020. Et puis que c'est une toune que je trouve très intéressante à entendre, puis pour se modifier. Donc, merci de votre attention. Et puis, ben, partagez, comme ils disent, partagez au maximum, parce que moi, je n'ai pas une grosse cote d'écoute. Et puis, ben, c'est le fun quand même d'être entendu. Et puis surtout que cette mise au point-là, je pense que c'était important. Je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont écouté notre débat, qui n'était pas un débat qui était désastreux. Et puis, je pense que s'ils peuvent écouter ça ici, ben, ça peut compenser. Donc, salutations, bonsoir et à la prochaine. 15.000 Leute sind angeblich hier und angeblich aufgelöst. What? Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt ihm scharf. Die Freiheit hält sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Allah Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Dein Bildschirm ist wie eine Hypnose. Gehirn aus wie bei einer Narkose. Die Inszenierung einer Katastrophe. Ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl schockt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da.
stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft, sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at war. Wir sind im Krieg. Bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Wir lügen in diesem Staat. Schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. A la Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Wir sind in einem Krieg um unser Klima. Doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut. Doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden. Doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung. Doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass. Doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression. Doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne. Doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch. Doch reden Kinder, seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit. Doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt. Doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung. Doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation. Fake News machen dich zu einem Klon. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Wir lügen in diesem Staat. Schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit wird sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. A la Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach.